les plus performants. Le nouvel aéroport international de Kinshasa a la capacité d'accueil de 1 million de passagers par an. L'ancien aéroport international de Njili date de 1956 et n'a jamais connu de réhabilitation. Le nouveau terminal vient faire face aux perspectives de développement du trafic aérien à RDC et doter l'aéroport international de Njili d'un outil moderne répondant à l'ensemble des normes et exigences internationales. Le directeur général de la Régie des voies aériennes, Bilengue Abdallah, l'a souligné. Il a aussi donné la fiche technique de l'aérogare modulaire. Bâti sur une superficie de 10 000 mètres carrés, cet aérogare modulaire est composé de 10 modules assemblés pour former la structure souhaitée, répondant aux normes de l'aviation civile internationale et exigences de l'IATA en termes de sûreté, sécurité et capacité et confort. Il est en effet réalisé pour garantir une qualité de service de type C, c'est-à-dire bonne, selon la nomenclature de l'IATA. Sécurité, sûreté, confort, la trilogie est de mise aujourd'hui. Avec le nouvel aéroport international de Kinshasa, la RDC bascule de plein pied dans l'ère de la modernité, déclare le ministre de Transport et Voies de Communication Kalumba Mwanangongo, qui salue la renaissance du transport aérien en RDC. À la faveur de la volonté inébranlable du chef de l'État d'écrire positivement l'histoire de notre aéronautique, nous disposerons sur ce site d'Njili, dans un avenir très proche, de 3 terminaux dont les affectations seront précisées en temps opportun. Quant aux autres aéroports du pays, les travaux de réhabilitation vont s'achever très rapidement pour les 3 autres concernés par le PPSA, à savoir Luano à Lubumbashi, Goma et Bangoka à Kisangani. Par ailleurs, toujours sur instruction du chef de l'État, le gouvernement est en train de négocier déjà le PPSA 2 qui devrait s'étendre sur 10 aéroports supplémentaires que je cite: Mbandaka, Gemena, Isiro, Bunia, Mbujimai, Kananga, Bukavu, Kindu, Kolwezi et Kalemi. Le président de la République a coupé le ruban symbolique, inaugurant officiellement le nouvel aéroport international de Kinshasa. Il a été ensuite convié à effectuer une visite guidée. Le nouveau terminal offre une nouvelle image moderne de la principale porte d'entrée de la RDC. Une attention particulière a été apportée sur le confort intérieur au travers notamment des systèmes de climatisation et de traitement d'air, d'aménagement d'espaces commerciaux et de restauration. Les passagers disposeront de 2 espaces snack-bar en zone publique et d'embarquement ainsi que d'un salon VIP entièrement équipé. Sur 32 mètres de hauteur, c'est la géante tour de contrôle également inaugurée hier par le chef de l'État. Elle peut fonctionner de manière autonome grâce à ses 4 groupes électrogènes. Retour sur place. Double événement à l'aéroport international de Njili. Après avoir inauguré le nouvel aéroport international de Kinshasa, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, est allé couper le ruban symbolique d'inauguration de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport international de Njili. C'est le fruit du contrat de partenariat signé par le gouvernement et la Banque africaine de développement. D'une hauteur de 32 mètres, la nouvelle tour de contrôle servira à assurer le contrôle des avions dans l'espace aérien au voisinage de l'aéroport. La nouvelle tour visitée par le président de la République comprend notamment le centre de contrôle régional pour assurer le contrôle des avions dans tout l'espace aérien de la RDC. Sur le site de la nouvelle tour de contrôle, on a aussi érigé une nouvelle centrale électrique disposant de 4 groupes électroniques de secours, de 2 ondulateurs et d'un régulateur automatique de tension. Elle servira à assurer une alimentation électrique fiable et sans interruption aux infrastructures aéroportuaires et aux aides à la navigation. Autre innovation sur le site, c'est la construction de la nouvelle caserne anti-incendie ultra moderne. Elle va assurer la sécurité anti-incendie des avions et du site aéroportuaire. Tous ces ouvrages ont été construits par la société chinoise Sino Hydro. La plainte en justice contre le gouverneur
en fonction qualifiée de rumeur par le porte-parole de la délégation des gouverneurs venus hier déposer les rapports écrits des concertations menées chacun dans sa province. On écoute Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu, dans ce reportage de nos permanents à la présidence de la République, Anakle Mulunda, Benoît Moussoya, Ernest Moulumba. 10 jours après avoir reçu instruction du président de la République, Joseph Kabila Kabange, de poursuivre et d'organiser au niveau provincial des consultations politiques avec toutes les couches de la population, les gouverneurs de province sont revenus jeudi soir faire rapport de la mission leur confiée. En présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, le professeur Evariste Mouchab, les chefs de l'exécutif provincial ont déposé entre les mains du président de la République, chef de l'État, les rapports écrits des contacts effectués dans leurs juridictions respectives. Ils ont saisi cette occasion pour exposer toutes les préoccupations inhérentes à l'exercice de leurs fonctions. Prenant la parole devant la presse au nom de la délégation des gouverneurs et vice-gouverneurs représentant leurs titulaires empêchés, le doyen des gouverneurs, Julien Paluku Kaungia, a notamment démenti des rumeurs qui alimentent les conversations ces jours-ci dans la capitale. Le 11 juin 2015, nous avons été chargés par son Excellence le Président de la République pour élargir les consultations au niveau de nos provinces respectives en tant que ses représentants. Et ce jour, nous sommes venus mettre les comptes. Tout notre travail que nous avons 10 jours respectifs, à lui de devoir lever les grandes options après avoir fait la compilation de tous les 11 rapports des provinces actuelles. Je crois que la première de nos conclusions revient au chef de l'État. Mais ce que l'on doit retenir par rapport à l'option fondamentale que tout le monde a souhaité, notamment le dialogue national, eh bien, unanimement, 99% de nos populations ont souhaité que pour des élections apaisées, il soit organisé un dialogue national pour que les populations congolaises se parlent. Mais le reste des éléments fondamentaux sont réservés, et bien évidemment, au chef de l'État qui a la primeur de devoir faire une communication importante lorsqu'il aura confronté ce que nous avons réuni à l'intérieur du Congo profond avec ce que lui-même a pu récolter lors des consultations organisées à Kinshasa. Il y a une question qui circule sur Internet, il y a une question qui préoccupe les populations congolaises au sujet de certains de nos collègues gouverneurs qui auraient été assignés, je l'ai dit bien, au conditionnel en justice. Eh bien, en tant qu'homme d'État et homme politique, on ne peut pas se fier à des rumeurs. Le chef de l'État était clair là-dessus, que les hommes d'État et les hommes politiques ne se fient jamais à des rumeurs et que donc il est inopportun de faire un commentaire sur des rumeurs. Les populations congolaises doivent prendre cela comme des rumeurs et donc mettre des louates dans les oreilles pour ne pas prêter les flancs à ceux qui veulent semer les désordres, la confusion dans les terres. La surveillance congolaise, la police des étrangers est dépassée. Il faut l'adapter à la dynamique de la gestion intégrée des frontières. Cette préoccupation a été soumise au premier vice-président du Sénat par le directeur général de la DGM, François Beya Kasonga. Edouard Mokolo-Mpombo a visité la direction générale des migrations avec 2 membres de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières du Sénat, Tekis Moulaïla et Ernest Amouli. Une autre préoccupation soulevée est en rapport avec la protection de l'enfant dans l'aspect relatif à l'adoption internationale. Le vœu de la DGM qu'au moment de son adoption par le Sénat, les lacunes décriées dans l'ancienne loi et qui ont favorisé entre autres la double adoption, l'adoption des enfants congolais par des couples homosexuels, puissent être élaguées au mieux des intérêts et de la protection des enfants. Le premier vice-président du Sénat est frappé par les performances réalisées par la DGM et a promis d'examiner les préoccupations exprimées au niveau de la commission sénatoriale. Je dois d'abord féliciter le DG pour tout ce qui a été fait. Vous savez, en quelques années, il a élevé la DGM au niveau des institutions qui concurrencent presque les institutions occidentales. Pour nous qui voyageons souvent, ce que j'ai vu ici, je ne sais pas si en Afrique, vous avez des installations de ce genre. Le DG a exprimé des préoccupations, vous comprenez, ce sont des préoccupations de sécurité que je ne peux pas relever ici. Seulement, ma qualité de sénateur et en plus membre du bureau du Sénat, je peux assurer que
ce sont des choses que nous allons examiner en commission de défense et sécurité au bureau du Sénat pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions qui puissent garantir à la DGM une efficacité toujours accrue. Idor Mokolo Mpombo a exprimé ses sentiments dans les livres d'or de la DGM avant de recevoir des cadeaux avec toute la délégation. Peu avant, il a reçu dans son bureau au Palais du Peuple l'ambassadeur de Chine en RDC, Wang Tongking. Tous les deux ont partagé le souci d'étendre la coopération au niveau de la population au-delà des rapports aux officiels. Ce vœu sera concrétisé par la création à Kinshasa d'une association regroupant les Congolais ayant déjà visité la Chine ou ceux qui s'y intéressent. Le premier vice-président du Sénat a visité 28 fois la Chine depuis 1972. Il a par ailleurs procédé au lancement de la 10e édition du championnat d'Afrique centrale de karaté. Le premier vice-président du Sénat a encouragé les délégués des pays concernés à la pratique du sport pour un corps sain. Leurs parents ont consenti beaucoup de sacrifices pour la cause nationale. Les enfants des pionniers de l'indépendance sont allés visiter ce vendredi la primature Guimaton. Leurs parents ont donné le meilleur de leur vie, parfois jusqu'au sacrifice suprême, pour que la RDC s'émancipe de la tutelle coloniale et respire l'air de la liberté. Ils sont réunis dans un collectif baptisé Association des enfants des pères de l'indépendance. La primature leur a ouvert les portes ce vendredi, la veille de la commémoration du 55e anniversaire de l'indépendance. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Matata Ponyo Mapon, et de ceux qui savent que l'indépendance de la RDC a été arrachée au prix de 1001 sacrifices. Voilà pourquoi il a tenu à leur rendre un hommage particulier et témoigner que les sacrifices des pionniers de l'indépendance n'ont pas été vains. Une rencontre émouvante et historique. Cette réception est une marque de reconnaissance et de restitution de l'histoire par le gouvernement. Nous sommes très émus parce que il y a eu une grande transformation ici qui parle de l'histoire de notre pays. Et l'indépendance, c'est aussi des valeurs. Le sens que nous apportons à ce qui se passe actuellement dans ce pays, c'est la culture des valeurs. Et c'est exactement ce que le Premier ministre est en train de faire. Et ça, c'est vraiment génial. Un homme engagé dans... Bon, déjà dans la vision du chef de l'État, hein, ça c'est déjà assez vrai, mais c'est la personne qui a été choisie parce que sa vision cadre avec ce que nous voulons avoir dans ce pays. Et c'est ce que nous retrouvons aujourd'hui. Déjà à partir d'ici, vous voyez très bien, vous constatez qu'il y a un changement, que moi je dirais même radical, dans notre pays. Et ça c'est très très bien. Je pense que le Premier ministre est un exemple à suivre. C'est une visite de mémoire pour une fois quelqu'un, un responsable fait quelque chose de bien dans le sens positif de tous. Ça veut dire de reconnaître l'histoire de notre pays, l'histoire collective, l'histoire politique, les dirigeants qui ont existé dans notre pays depuis notre indépendance et même avant. C'est avec joie que chaque fois je viens me rendre dans ce lieu. Il devient historique et actuel. Cette rencontre à elle seule a permis aux uns et aux autres de se rappeler aux bons souvenirs des temps mémorables et héroïques qui ont caractérisé la marche du pays vers sa souveraineté nationale et internationale, mais aussi un long moment de méditation pour communier avec ceux qui se sont sacrifiés pour l'avènement de l'indépendance. La Banque mondiale, partenaire privilégié du gouvernement, débourse beaucoup de son portefeuille pour financer différents projets en République démocratique du Congo. La question était abordée au cours d'un échange entre le vice-premier ministre, ministre des télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication et le directeur des opérations de cette institution financière internationale, Mireille Kombo-Thierry-Nzassi. Rendre compte au vice-premier ministre, ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, de résultats d'une mission de la Banque mondiale arrivée à terme dans le cadre du projet Promine. C'est l'objet de l'audience qu'a accordé Thomas Louakalo Senjola au directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, Moustapha Ndiaye, accompagné du ministre de Mines, Martin Kaboueloulou.
Ces projets appuient le gouvernement dans le développement du secteur minier et comportent des activités très importantes concernant la géologie et le renforcement de capacités du secteur. À en croire le directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, le projet a connu quelques difficultés dans sa mise en œuvre, ainsi qu'une équipe de la Banque mondiale est venue faire le point sur l'ensemble des actions qui ont été mises en œuvre par le gouvernement congolais. Le secteur minier est un secteur clé pour le développement économique du pays, donc il est tout à fait normal que la Banque mondiale soit impliquée par sa contribution, non seulement au niveau du budget de l'État, mais aussi de par sa contribution en matière de croissance économique. Signalons que c'est sous sa casquette de président du comité gouvernemental en charge de l'économie, des finances et de la reconstruction, ECOFIR, que le vice-premier ministre, ministre de Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, a reçu cette forte délégation. La position du gouvernement congolais face à ce qui se passe au Burundi voisin est saluée par ce pays. Un sénateur est venu exprimer cela au porte-parole du gouvernement de la RDC. Par la suite, Lambert Mende a aussi écouté une délégation des jeunes du Haut-Ouélé. Jojo Ndibou, Apocalypse aussi. Le parlementaire burundais, également commissaire général en charge du suivi, évaluation des affaires sociales et du développement au sein du CNDD-FDD, a indiqué avoir évoqué avec le ministre la situation prévalant dans son pays actuellement en période électorale qui a connu beaucoup de perturbations et des passions de la communauté internationale alors que la situation est purement interne. Reverien Ndikurio a félicité le gouvernement congolais pour sa position face à ce qui se passe au Burundi. Il a demandé au gouvernement congolais de continuer à soutenir le Burundi, pays voisin et frère. On a été ensemble depuis longtemps. On voudrait qu'on reste aussi à cette période électorale. Vous savez que la communauté internationale fait beaucoup de pression sur le Burundi. Vous demandez un soutien un soutien même moral suffit. Avec la délégation de la future province du Haut-Ouélé, Lambert Mende a discuté du déficit communicationnel dans cette partie du pays. Le ministre Mende a affirmé M. Didier Kapkaroumé a promis d'allumer les batteries pour que les signaux reviennent afin que les populations locales soient informées en temps réel. Le ministre des Médias a en outre promis la réhabilitation de la station locale de la RTNC et de la doter de matériel en adéquation avec le numérique. Pour le public congolais en général et spécialement pour le monde du travail, sachez que la journée du 30 juin 2015, fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo, est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, la vice-primature ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale souhaite à tous une bonne fête de l'indépendance, signé professeur Willy Makiashi, vice-premier ministre. Les musiciens, les artistes et comédiens membres de la SOCODA vont se retrouver en assemblée générale du 14 au 16 juillet prochain. La commission chargée de préparer ces travaux l'a annoncé au ministre Baudouin Banza Moukalai de la Culture au départ. Ayant réussi la mission d'adapter le texte de la SOCODA conformément à la loi OHADA et d'organiser le fonctionnement de la société congolaise des droits d'auteur et du droit voisin, les membres de la commission ad hoc sont allés présenter au ministre de la Culture et Arts, Baudouin Banza Moukalai, les conclusions de leur mission. Nous sommes venus informer au ministre que nous avons terminé les travaux qu'on nous a donnés. Pour lui annoncer également que les assemblées se tiendront les 14, les 15, les 16 à l'hôtel Vénus. Je sais que les moyens sont difficiles ces derniers temps, mais on se sacrifie pour ça. On se sacrifie, on se donne la peine pour qu'on puisse aboutir, n'est-ce pas, aux assemblées. Il n'y a pas assez de moyens, mais on se bat enfin. La première assemblée, il faut que les artistes viennent nombreux, parce que là, nous allons débattre sur les statuts. La deuxième assemblée, on doit élire un conseil d'administration, donc les administrateurs, ainsi que le président et le vice-président de la SOCODA. Très attentif à la promotion de la culture congolaise, le ministre Banza Moukalai a félicité cette commission pour le travail abattu en vue de mettre en place de nouvelles structures selon les nouvelles normes.
Bon nombre d'écoles attendent la date du 2 juillet pour officiellement clôturer l'année scolaire 2014-2015. Avant cela, le complexe scolaire Source de Vie des écoles chrétiennes a organisé une journée culturelle. Chantal Okoloba, Anastasie. Initialement prévue pour le 2 juillet de manière officielle, la clôture de l'année scolaire à l'école Source de Vie de façon anticipative est intervenue ce vendredi 26 juin 2015. Pour bien fêter cette journée, les élèves ont démontré leurs talents et connaissances développés ou appris à l'école durant leur formation à travers leur langue d'apprentissage, les français et l'anglais. Chants, danse, récital et scénettes étaient au rendez-vous, faisant bon décor pour agrémenter la manifestation. Pour marquer la fin de leur cycle primaire à l'école chrétienne Source de Vie, les finalistes de la 6e année ont passé les trophées à leurs successeurs élèves de la 5e année, appelés les Daniel, question de respecter la tradition. La particularité de cette journée était la remise des attestations de fin d'études primaires aux finalistes jugés déjà capables d'entamer les cycles secondaires. Le secondaire pour moi souvent semblait plus facile. La formation de la base, c'est faire partie des primaires. Et j'ai une très bonne formation à l'ESSF. Merci beaucoup tout le monde parce que grâce à eux, j'aurai une formation et ma tête sera bien faite. Thank you for all the Christian school La Source de Vie. Give me ear. Un motif de satisfaction pour les responsables de l'école. C'est une vision appuyée sur des perspectives bibliques pour la transformation des cœurs de tous les humains, des hommes et des femmes. L'année scolaire 2014-2015 à l'école chrétienne Source de Vie appartient désormais au passé. Au ministère de l'enseignement technique et professionnel, on annonce la tenue d'un atelier pour la réforme du dit secteur explication Toto Célestine Soum. Ça abrite les travaux du premier atelier de validation du cadre et des structures organiques du ministère de l'enseignement technique et professionnel en République démocratique du Congo et du fonctionnement de son secrétariat général et de l'inspection générale de ces ministères. Pendant des jours, soit du 26 au 27 juin 2015, les experts du secteur vont mettre la dernière main sur les travaux réalisés à Kisantou pour en faire un programme national et même standard de l'enseignement technique et professionnel. Deux membres du gouvernement de la République, Jean Ngbangwa de l'ETP, le professeur Théophile Mbemba Fundou de l'ESU, en plus de Madame Thérèse Olenga, ministre provinciale de l'enseignement, ont participé à cette rencontre. Comme pour rappeler aux participants tout l'intérêt de cet atelier, le premier du genre, le ministre de l'ETP, Jean Ngbangwa, a insisté sur les attentes du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a fait d'un sous-secteur tout un ministère du portefeuille de l'État avec mission principale la formation de jeunes Congolais qualifiés dans les différentes filières d'emploi. Les écoles de métiers capables de répondre aux multiples demandes et surtout des nations en pleine reconstruction. Le résultat de cet atelier va s'intégrer dans le vaste programme de la réforme et de l'enseignement en République démocratique du Congo. Procès Floribert Chebeya. Hier, la haute cour a entendu prévenu et témoin sur la présence ou non du dauphin dans l'enceinte de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Marie Kalong Lukum. Question pour la haute cour militaire au cours de cette audience foraine de vérifier si Floribert Chebeya et son chauffeur Bazana s'étaient rendus à l'inspectorat général le soir du 1er juin 2010. À ce propos, la cour a entendu les prévenus Daniel Mukalai et Ngoy Moulongoy, chargés de sécurité adjoints, ainsi que deux renseignants, à savoir le major Jonas et le major Yav Kot. Leurs déclarations et dépositions ont été confrontées à celles d'un certain Martin Gomer, sujet camerounais, qui avait déclaré avoir vu Floribert Chebeya dans le bâtiment de l'inspectorat général lorsqu'il avait été amené en ce lieu le soir du 1er juin 2010 sur ordre du colonel Daniel Mukalai. Les renseignants, quant à eux, ont soutenu n'avoir pas vu Floribert Chebeya ni son chauffeur. La Cour a également soumis au débat les messages retrouvés dans le téléphone du prévenu colonel Mukalai provenant de Christian Kenga. À ce sujet, Mukalai et son conseil ont contesté l'existence même des 10 messages qui, d'après eux, n'ont jamais été présentés aux prévenus, de même que le téléphone saisi d'où ils auraient tiré ces messages. Ils estiment qu'il s'agit d'un montage dans le but de lui faire porter le chapeau. Le ministère public a soutenu que le prévenu Mukalai reconnaissait bien avoir reçu ces messages puisqu'il avait soutenu devant le premier juge que ces messages seraient tombés dans son téléphone par erreur. La Cour s'est dit suffisamment éclairée et a renvoyé la cause à une prochaine audience.
Rideau sur les travaux de l'atelier national sur la réforme de l'aménagement du territoire. Les résolutions de ces travaux dans ce papier signé Jean-Pierre Dolodemazo. 2 jours de travaux honorés par la présence des corps constitués, des membres du gouvernement, des gouverneurs des provinces, des ministres provinciaux, des ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, des hauts cadres de l'administration nationale et provinciale, des chefs d'agences de développement, des délégués du monde scientifique et de la société civile. Une réforme historique entreprise par le ministre de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat, Omer Igwaki Angimbe, sur instruction et orientation du gouvernement de la République, avec l'appui de certains partenaires de la RDC, le PNUD et l'USAID. La vision de cette réforme saute aux yeux, aménager efficacement le territoire national en vue de favoriser le développement durable de la RDC et son émergence comme puissance régionale d'ici à l'an 2035, conformément à la révolution de la modernité. L'ouverture de l'atelier a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi et de la Prévoyance sociale, Willy Makiachi, représentant personnel du Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Ce dernier s'est réjoui de la tenue de cet atelier. Le ministre de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat, Omer Igwaki Angimbe, à l'ouverture de cet atelier, a circonscrit ses objectifs. La présente note d'orientation stratégique exprime la volonté et l'engagement de la nation congolaise à construire, à adapter et à enrichir en un mot, à aménager le territoire national en vue de son utilisation rationnelle et de sa valorisation économique pour le bien-être du peuple congolais et l'amélioration de son cadre de vie. Le ministre de l'aménagement du territoire, urbanisme et habitat, Omer Igwaki Angimbe, qui a procédé à la clôture de cet atelier, a plaidé pour la concrétisation des recommandations de ces assises. Un mot sur les concertations initiées par le chef de l'État. Le parti réformateur donne de la voix. Son président s'exprime dans ce reportage signé Jules Jontibou. Le parti réformateur a réuni plus de 2000 cadres de la fédération de Kinshasa pour donner sa position par rapport aux principaux enjeux politiques de l'heure. S'agissant des élections, l'honorable Mouteba Akitengue, président national, les chefs du parti réformateur exigent l'organisation des élections communales et locales au plus tard au premier trimestre 2016 pour parachever le cycle électoral de 2006 et 2011 afin de doter le pays des élus locaux. Quant au dialogue national, le parti réformateur soutient l'initiative du camarade Joseph Kabila Kabange, président de la République et autorité morale de la majorité présidentielle, sa famille politique et se déclare prêt à y participer. Concernant le découpage territorial, l'honorable Mouteba Akitengue, président national du parti réformateur et président général du club des amis du découpage territorial, salue le courage politique du président de la République et sa détermination de mettre en œuvre les 26 provinces constitutionnelles. Cette cérémonie a été clôturée par la remise des brevets aux cadres du parti qui ont participé au séminaire idéologique. Un nouveau bâtiment pour l'INPP à Goma, c'est au Nord Kivu. Il a été inauguré tel que le témoignent ces images commentées pour vous par Vital Pagapita. L'INPP, Institut national de préparation professionnelle à l'heure de la modernisation, cher au président de la République, Joseph Kabila Kabange. 4 mois après Kinshasa, c'est le tour de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, d'être doté de nouveaux bâtiments d'exploitation. Des moyens existants et nouveaux nécessaires pour la qualification de la population active du Congo et la coordination de leur fonctionnement. Le ministre provincial de l'Intérieur du Nord Kivu, Valérie Mbalotuira, a salué la paix retrouvée sous le leadership du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, paix sans laquelle aucun investissement n'est envisageable. Le financement de ce bâtiment par la coopération japonaise marque une nouvelle ère de formation professionnelle dans l'est du pays, a déclaré l'ambassadeur du Japon, Ushio. Il va sans dire qu'après la coupure du ruban symbolique en guise d'inauguration, il s'en est suivi la visite des différentes installations et la remise des cadeaux au vice-premier ministre Willy Makiachi par son directeur de cabinet adjoint interposé.
À vous qui nous avez suivis avec beaucoup de fidélité, nous vous remercions. Passez un excellent week-end. Merci à vous qui nous avez suivis à Sousse, c'est en Tunisie. L'actualité continue sur votre télévision à 22h max. César Locaté. Avec ses deux entrées, l'une sur l'avenue Kassavoubou et la deuxième sur l'avenue de la Libération. De magnifiques villas et appartements, déjà équipés où toute la famille trouve son bonheur. Un syndic de qualité. Toujours prête à vous faire vivre dans un environnement assaini et sécurisé. Pour votre divertissement, des terrains de jeu et une piscine. Des appartements à louer à seulement 1 800 $. Payez un acompte de 100 000 $ pour nos villas et 50 000 $ pour nos appartements et accéder directement à l'habitation. King Oasis, vivez votre meilleure vie.